met au jour des liens inédits, politiques, amicaux et financiers entre le criminel sexuel et de nombreuses personnalités françaises, dans un silence médiatique et judiciaire assourdissant au mépris des nombreuses victimes. Précisons que notre propos ne portera pas ici sur l'aspect international du dossier, ni sur l'horreur des crimes pédocriminels de cette affaire déjà largement documentée. Dans l'affaire Epstein, la France se place définitivement en pole position. Tout est désormais verrouillé pour que rien, absolument rien, ne sorte jamais sur les agissements du réseau pédocriminel en France. Déjà, Macron avait donné le ton en haussant les épaules. Mais l'affaire Epstein, ça concerne surtout les États-Unis, non? Puis Madame Braun-Pivet a refusé tout net la création d'une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, c'est le pantagruélique Gérard Larcher qui s'oppose de tout son poids à l'idée d'une création d'enquête au Sénat cette fois-ci. La raison? On a cru, évidemment, qu'il avait mal digéré sa blanquette d'hier soir, mais non. Il a relu ses fiches et est tombé sur un article, le 8 ter, qui dit qu'il est impossible de créer une commission d'enquête quand il y a déjà des enquêtes de la justice en cours. Alors oui, il y a effectivement 2 enquêtes qui ont été récemment ouvertes par la justice. Sauf que elles le sont dans des conditions très spéciales. Bizarrement, elles ne sont pas menées par des juges d'instruction, mais directement par des parquets, l'un financier et l'autre de droit commun, ce qui empêche les associations de se porter partie civile, donc d'avoir accès aux enquêtes. En conséquence de quoi, combien même ces enquêtes de la justice aboutiraient à une liste, par exemple, de clients du réseau Epstein en France, à Paris ou à Saint-Tropez, eh bien vous n'en entendrez jamais parler. Moralité, circuler, il n'y a rien à voir, mais en revanche, il y a à lire pour tout comprendre sur ce petit système qui continue allègrement. Le tout chez K Addition, puis on peut rajouter CBDC, une monnaie pour asservir l'humanité. Et là aussi d'ailleurs il y a de l'actu, mais c'est pas notre actu du jour. Quoique, parfois les choses se retrouvent. On a des constantes dans ce dossier Epstein qu'on fouille avec vous régulièrement. Et celle-ci en est une, le dossier autour du Zorro Ranch. Il y a de nouvelles actualités, vous allez nous en parler. Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler ce que c'est que ce Zorro Ranch ? Alors le Zorro Ranch, c'est une des multiples propriétés de Jeffrey Epstein. On rappelle que Jeffrey Epstein avait 5 voire 6 propriétés à la fois à New York, à Manhattan, à Paris, et le Zorro Ranch au Nouveau-Mexique faisait partie de ses propriétés. Il y a aussi évidemment à Palm Beach. Et le Zorro Ranch est sa propriété la plus vaste, la plus grande, puisqu'elle fait 7500 acres, ce qui correspond à un peu plus de 3000 hectares de nos hectares français. Ouais. Donc c'est une propriété qui est très vaste. Il y a une piste d'atterrissage dans ce ranch il est central dans toutes les problématiques de trafic d'êtres humains. Il y a des mannequins qui c'est attesté, qui se sont rendus dans ce ranch, puisqu'il y a des photos de mannequins, notamment avec Jean-Luc Brunel et Ghislaine Maxwell, et vous avez des écrits qui situent on va dire certains actes délictueux dans ce ranch du Nouveau-Mexique. Et il est au cœur de l'actualité puisque on en avait parlé à votre micro, les enquêtes ont été relancées d'abord en février et on a eu des premiers éléments là où on pensait qu'il n'y allait pas forcément avoir beaucoup de retombées. On a eu des premiers éléments qui sont ressortis d'abord dans la presse américaine, mais aussi des communications de la police et des enquêteurs du Nouveau-Mexique qui ont, entre guillemets, fait fuiter et communiquer des éléments où, a priori, des choses ont été retrouvées. Et en plus, c'est couplé à ça des révélations de la représentante démocrate du Nouveau-Mexique, Mélanie Stanbury ou Sainbury, ça dépend comment on l'appelle, qui a, on va dire, compilé des témoignages et fait des révélations dans le magazine 60 Minutes Australia, qui a répertorié de nouveaux témoignages et de nouveaux éléments sur ce ranch. Alors vous allez nous dire ce que ça contient, c'est justement ces témoignages et ce qu'on a pu retrouver, ces preuves. Je rappelle juste qu'en effet, la dernière fois qu'on en parlait,
de cette très grande et vaste propriété d'Epstein. Vous disiez, bon, on peut toujours espérer, mais il y a beaucoup de chances qu'on ne trouve rien, d'abord parce que c'est très vaste et ça demanderait énormément de temps que de fouiller chaque mètre de terre, de terrain. Et vous rappeliez à raison qu'il y avait tellement d'années qui étaient passées qu'il avait sûrement eu le temps de faire tout son nettoyage sur place, lui ou ses commanditaires, évidemment. Enfin, c'est plutôt ceux qui l'auraient missionné. Mais donc, on a quand même de nouveaux éléments à partir de cette enquête et de la prise de parole de cette représentante démocrate du Nouveau-Mexique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est, ce qu'on a découvert ? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est évidemment les perquisitions sont intervenues quasiment 7 ans, un peu plus de 6 ans, mais presque 7 ans après la mort de Jeffrey Epstein. Et on va poser le cadre et le contexte directement, puisque la police du Nouveau-Mexique enquêtait de manière concrète et de manière importante dès l'arrestation de Jeffrey Epstein en 2019, et elle a été sommée d'arrêter ses investigations par le FBI, c'est-à-dire à la fin de l'année 2019. Donc je rappelle, comme certains veulent absolument rappeler la chronologie, je pense qu'il faut bien s'en souvenir. Le FBI dit fin 2019 qu'il faut lâcher l'affaire à la police du Nouveau-Mexique. Et pourquoi on pouvait être pessimiste, c'est que déjà on est sur des superficies qui sont très très grandes et ça laissait évidemment la place, comme vous l'avez dit, à une organisation de nettoyer, puisque le ranch étant grand, s'ils ont les localisations précises, par exemple de cadavres enterrés, on parle de femmes tuées et de cadavres enterrés dans des fosses du ranch, et aussi notamment un four qui aurait permis des incinérations. Donc ça laissait peu de place. Mais ce qui a été fait par la police du Nouveau-Mexique, s'il faut rappeler le cadre réglementaire, en fait on est dans des enquêtes de la police de l'État fédéré du Nouveau-Mexique qui a relancé l'enquête. Alors c'est pas comme en France, là il y a une enquête qui vise à comprendre pourquoi les investigations se sont arrêtées, notamment sur ordre du FBI, et vous avez eu un plan de financement des autorités fédérées du Nouveau-Mexique à hauteur de 2,5 millions de dollars. Vous savez que la justice aux États-Unis coûte cher, et là, on va dire, les autorités du Nouveau-Mexique ont mis le paquet pour comprendre pourquoi l'enquête s'était arrêtée et pour relancer une enquête avec des moyens matériels conséquents, notamment des chiens renifleurs, voilà, des machines pour excaver la terre, pour fouiller, et aussi évidemment les enquêtes de police normales, c'est-à-dire de relancer des appels à témoignages, et justement c'est l'objet des dernières révélations, puisque la représentante démocrate Sainsbury a parlé, ce qui est quand même assez nouveau, de témoignages d'un jeune homme qui explique avoir été drogué et d'être arrivé aux Oro Ranch, d'avoir été drogué, puis violé, et avoir assisté au viol de jeunes hommes, voire de jeunes garçons, par Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, avec d'autres individus. Donc ce qui élargit le spectre, alors on le savait quand on lit les documents, mais ce qui élargit le spectre de la pédocriminalité, ou en tout cas du trafic d'êtres humains, c'est-à-dire ça ne concerne pas uniquement les jeunes femmes, mais ça concerne les deux genres, puisqu'a priori il y avait des jeunes hommes et des jeunes garçons qui étaient aussi abusés par ce réseau, par l'intermédiaire de drogue, et ils étaient sûrement amenés, on va dire, par l'intermédiaire de fêtes et de soirées organisées dans ce ranch, et ils ont subi des agressions. Oui, et il y avait également, il me semble, dans ces révélations, des témoignages qui évoquent des femmes qui ont été tuées, carrément enterrées dans les collines du ranch. Donc là, ça veut dire que ça peut aussi donner des indices pour aller faire des fouilles, peut-être savoir exactement où est-ce qu'il faut aller, éventuellement rechercher des corps enterrés. C'est ça, le cœur du dossier du Zorro Ranch, c'est la dissimulation de cadavres.
C'est-à-dire dès le départ, avec les documents Epstein, le Zorro Ranch joue un rôle particulier sur la dissimulation de cadavres, ce qui n'est pas le cas de l'appartement avenue Foch ou de son appartement à Manhattan. Vous comprenez bien qu'il y a une problématique de logistique. Voilà. On sait qu'il y a une suspicion dans l'île Little St. James, puisqu'il avait des trappes qui donnaient directement sur la mer. Donc certains évoquent le fait de faire disparaître les cadavres pour qu'ils soient mangés par des poissons, voilà, pour le dire clairement. Et là, sur le Zorro Ranch, il y a cet élément, surtout qu'il y a j'en ai déjà parlé, mais il y a une espèce de grande cheminée, donc un four incinérateur qui aurait pu éventuellement faire disparaître un peu plus vite des éléments cadavériques. Donc c'est l'élément de base, c'est-à-dire en fait le Zorro Ranch est on va dire la pièce principale qui pourrait permettre de retrouver des corps. Et donc d'augmenter encore plus les charges sur ce réseau pédocriminel. Et surtout, on est en train de s'apercevoir que le ranch n'était pas seulement un repère pour trafiquer les êtres humains et organiser des abus, mais avait des facettes bien plus complexes et était presque un centre à lui tout seul où il y avait des expériences qui étaient menées sur bien des fronts. Et c'est là où les éléments relevés par Mélanie Sainsbury et les témoignages dans le reportage de 60 minutes Australia, vous avez Shonta Davis qui explique qu'en gros elle a été abusée et qu'il y avait des médecins dans ce ranch qui supervisaient, on va dire, leur réveil après que les victimes aient été droguées, et elle sous-entend qu'a priori il y avait des opérations chirurgicales ou en tout cas des opérations médicales qui étaient effectuées sur certaines filles et femmes abusées, sachant qu'on parle aussi évidemment de trafic de bébés, donc il peut y avoir aussi des expériences médicales sur des bébés qui ont été effectuées, donc vous voyez que il y a un spectre qui est assez large autour de ce Zorro Ranch, et c'était en fait un point central on va dire du réseau Epstein, déjà aussi parce que il y a eu de mémoire Bill Richardson qui était le gouverneur du Nouveau-Mexique pendant très longtemps, qui a été ministre de Bill Clinton, donc on peut vite comprendre qu'il y avait des complicités et des protections politiques pour ne pas fouiller, on va dire, et ne pas investiguer de manière très très complète sur ce Zorro Ranch, et en plus bon, il est à côté de la ville de Santa Fe, et évidemment le Nouveau-Mexique, même si vous n'avez pas d'avion, permet éventuellement de fuir plus rapidement vers une frontière qui n'est pas qui est le Mexique et qui n'est pas directement le territoire américain. Donc on est en train de s'apercevoir progressivement que le Zorro Ranch avait un rôle central dans ce réseau à travers toutes ces déclarations. Oui, alors attendez, parce que là, vous avez commencé à évoquer un point qui me semble absolument fondamental, en parlant éventuellement du témoignage de cette femme, Shonta Davis, qui aurait alimenté l'idée qu'il y avait des autres, plus que le viol, il y aurait aussi de la manipulation génétique autour de leur corps, là il y a quand même tout un dossier en fait où on comprend qu'il y a une obsession eugéniste par Epstein. Est-ce que vous voulez bien nous en parler? C'est-à-dire qu'on le voyait déjà dans les mails par moment où il est question de bons gènes, etc. Et puis ensuite là on voit qu'il y avait carrément, et notamment d'ailleurs au Zorro Ranch, une forme de laboratoire du bébé parfait, quoi. Enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, on a déjà évoqué à votre micro plusieurs volets qui recoupent ces éléments. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des photos aussi dans les différentes propriétés d'Epstein. Vous avez des tables d'échographie pour les femmes. Donc on se dit, qu'est-ce que fait un pédocriminel avec on va dire du matériel pour pratiquer des échographies sur certaines femmes? On peut déjà aussi se poser des questions. On l'a vu la semaine dernière avec Valentin Schirmer. Epstein avait un réseau médical très très important, à la fois aux États-Unis mais aussi en France, et il y a des investigations qui sont menées sur le fait pour connaître ces médecins et pour voir les différentes relations et surtout les actes pratiqués
par ses médecins. Et on l'a vu dans plusieurs mails, et il y en a évidemment beaucoup sur X Twitter. Epstein était omnubilé par la problématique du gène. Alors déjà, il faut dire les choses. Epstein était un suprémaciste racial, alors juif pour le coup, mais il était passionné par le Talmud et il avait un racisme presque anti-goy, mais qui était paradoxal puisqu'il était omnubilé par des gènes qui, pour lui, symbolisaient l'intelligence, notamment les yeux bleus. Il faut rappeler qu'Epstein a lui-même les yeux bleus, il fait 1m83 et il a clairement une politique eugéniste dans ses discours. D'ailleurs, il critique pas forcément, on va dire, le nazisme et Adolf Hitler. Il est beaucoup sur la forme de boutade. Je rappelle qu'il a des conversations et des fois des blagues sur le nazisme et Adolf Hitler, notamment avec Ariane de Rothschild. Et on voit qu'il a un projet. Il a financé notamment des professeurs à Harvard et l'université Harvard, où il a invité des scientifiques. La chose scientifique, la biologie, le transhumanisme l'intéressait. Il a fait venir des médecins, notamment Jess Sting et d'autres pour on va dire avoir des comptes rendus d'expérience, notamment sur le transgenrisme, les manipulations biologiques, et il a une volonté d'ensemencer le monde avec sa propre semence. Alors là, ça ressort des mails. Il avait la volonté dans le ranch Zorro d'ensemencer 20 femmes avec sa propre semence pour créer, on va dire, une sorte d'humanité d'élite version Jeffrey Epstein. Et il y a évidemment beaucoup d'échanges autour de cette volonté eugéniste sur le gène parfait, et ça recoupe des éléments de choix, notamment de mannequins. On voit que Epstein et le réseau en général, mais surtout Jeffrey Epstein, est fasciné par le modèle de femme blonde aux yeux bleus, qui vient surtout soit des pays de l'Est ou des pays d'Europe du Nord. Donc il a une volonté eugéniste, il faut le dire. Il y a des témoignages en Même France, si Ghislaine Maxwell n'est pas du tout dans ce schéma. Hein. Pas du tout, mais en fait c'est là où je pense que c'était des partenaires de crime, mais ce qu'il faut dissocier, on n'est pas dans l'histoire d'amour et le projet de fonder une famille avec Ghislaine Maxwell. Ouais. On est dans un projet politique et on va dire des visées d'expérience scientifique. On est vraiment dans le glauque. Enfin, quand on va dans le détail des documents, il y a des témoignages où les femmes sont vues comme des objets qui visent à mettre au monde l'être parfait. Voilà. Mais on le voit que Jeffrey Epstein était omnubilé par la génétique et par l'intelligence. Et d'ailleurs, il y a des déclarations où il a clairement des propos racistes envers les autres communautés, puisque sur certaines réunions, il dit avec ses assistantes, il se demande est-ce qu'il y aura que des juifs ou il y aura des goys, parce qu'il faut pas faire baisser le niveau des discussions, etc. Donc on voit qu'il y a quand même un suprémacisme racial chez Jeffrey Epstein, qui est paradoxal, puisqu'il recherche des attributs et des gènes germinaux qui sont pas forcément liés, on va dire, directement à son groupe ethnique. Mais il y a un projet de cultiver des bébés et de faire un bébé parfait. Alors la réalité, c'est qu'on n'a pas d'éléments factuels. On n'a pas retrouvé, je sais pas, par des traces ADN ou par des témoignages, une descendance de Jeffrey Epstein. Après, ça pourrait être le cas dans les prochains mois. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des témoignages dans le sens où il y avait peut-être des sacrifices d'enfants ou des expériences réalisées sur des fœtus ou des nourrissons, oui. Ce qui pose évidemment d'autres questions. Et vous avez aussi relevé, ça c'est pareil, et on a l'échange du texte, des échanges donc, de Jeffrey Epstein concernant des histoires de clonage, pour justement parfaire cette génétique, on va dire, et récupérer les meilleurs organes avec des clones qui peuvent être des clones sans tête, mais quand on crée juste pour les organes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est assez dans le glauque, là, je pense qu'on est au max. Là. C'est l'élément le plus important. En fait, on voit qu'il y a dans cette volonté
de trouver le gène parfait. En fait, il y a une volonté déjà et un plan de réification de l'humanité. C'est-à-dire, il est dans ce schéma, avoir une vision utilitariste de la reproduction humaine alors il en parle, il dit qu'en fait on pourrait par l'intermédiaire de la sélection des gènes et de la manipulation génétique créer on va dire un bébé parfait ou un humain parfait, mais pas forcément le développer pour qu'il ait une vie humaine normale, mais par exemple développer je sais, enfin, un être humain sans tête, faire évoluer ses organes et après prélever les organes pour ne pas avoir, on va dire le préjudice moral d'être obligé de tuer quelqu'un puisqu'il est né sans tête. Donc il a pas d'âme ou il a pas d'interaction particulière avec les autres. Et ça fait écho évidemment à des films de science-fiction, mais ça c'est des échanges que Jeffrey Epstein a avec des scientifiques et avec des partenaires de réseau où il explique que c'est une possibilité. Sachant que Jeffrey Epstein, je le dis, je le répète, est un agent de renseignement est un agent de renseignement essentiellement israélien, mais avec d'autres services de renseignement, et travaillé avec le méga groupe qui est, on va dire, une mafia et une pègre transnationale. On voit bien que derrière, on peut adosser le trafic d'êtres humains au trafic d'organes. Et le trafic d'organes, il est documenté, il est expliqué dans divers articles de journaux, et on voit bien que Jeffrey Epstein s'insère dans cette dimension du trafic d'organes à l'intérieur même du trafic d'êtres humains, et ce qui donne encore une fois un volet criminel supplémentaire à l'activité du réseau Epstein, qui n'est pas du tout anodin et certaines victimes, et je finirai sur ce propos, certaines victimes ont déjà expliqué qu'il y avait eu des histoires de vol de bébés, c'est-à-dire des femmes qui étaient enceintes, qui étaient suivies par des médecins, qui étaient accouchées peut-être au ranch Zorro. Oui, on a vu, enfin moi il me semble avoir entendu parler d'avoir retrouvé carrément du matériel d'accouchement sur place, dont même, comment ça s'appelle, la machine pour faire l'échographie. Donc visiblement il y a quand même tout un laboratoire mis en place. Mais attendez, non, finissez pas par ça parce qu'il y a quand même un échange, il faut que vous me disiez qui c'est, entre Jeffrey Epstein et un Richard. Est-ce que vous savez qui est ce Richard ? Là, de mémoire, je l'ai plus en tête. Où justement il est question de ce clonage, et il parle d'un échange, notamment Jeffrey cite un échange, enfin il parle avec Richard, et il cite notamment lui-même un échange avec Prince Andrew où il dit j'essaye de le rassurer justement sur cette histoire de clonage parce que visiblement ça l'inquiétait d'avoir accès à ces petites cloning things comme il dit, donc ces petites choses clonées. Jeffrey dit avoir rassuré le prince Andrew en lui disant mais si le prince Andrew s'inquiète, s'il a une conscience, est-ce qu'on peut le tuer pour séparer les morceaux, et lui il répond pour rassurer soi-disant prince Andrew, ce sont que des paroles rapportées, je vais le faire sans tête, comme ça tu te sentiras mieux, non? Voilà, c'est le genre d'échange qu'on peut voir dans ce mail. Toujours dans les dossiers Epstein. Là, c'est du gore, hein. C'est terrible. Là, c'est glauque. Alors après, ce qui peut être encore plus inquiétant, c'est de recontextualiser et de resituer le contexte. On est sur des échanges qui sont, là, j'ai plus la date en tête, mais qui ont au moins 10 ans. C'est-à-dire, si vraiment ces gens-là étaient en capacité alors il y a peut-être pas le nom du fameux Richard, peut-être il est peut-être redacted, on a peut-être juste le prénom, mais ce qui est problématique, c'est qu'on peut se dire que si vous avez un réseau qui est hors cadre étatique et national, qui est en capacité de mener des expériences sur des clones sans tête ou prélever des organes, et que ça s'est passé il y a 10 ans, on peut se poser des questions sur la capacité de cette pègre et de ce réseau mondial à mettre en œuvre des politiques de prélèvement d'organes sur des zones, sur des clones sans tête ou même avec tête. Ça pose évidemment des questions, et ça fait le lien, et c'est aussi dans les déclarations de Jeffrey Epstein, avec, vous savez, les fameuses usines à bébés en Ukraine ou encore au Nigeria. Jeffrey Epstein
évoque cette possibilité de laboratoire et d'usine à bébés en Ukraine. Vous savez que l'Ukraine a été longtemps, Connu, peut-être plus oui, maintenant, oui. connue pour la gestation pour autrui. Tout à fait. Et donc là, ça nous permet évidemment de refaire des connexions avec tout un tas d'éléments, sachant que Jeffrey Epstein, évidemment, a des liens maintenant avérés et particuliers avec, en tout cas, l'expérimentation. Et surtout, il a financé des biologistes, des généticiens dans la grande université d'Harvard, qui a priori remboursé, redonné les montants de plusieurs millions que lui avait cédé Jeffrey Epstein. Et il avait aussi corrompu des scientifiques en leur nom personnel, notamment Charles Hébert, qui après a été licencié pour ses liens avec la Chine. Donc on voit qu'il y a un réseau scientifique qui travaillait avec Epstein, mais on est au tout début des révélations, on est encore très très loin d'avoir, on va dire, la réalité de ce qui était pratiqué en termes d'expérience et en fait de finalité. Parce qu'en fait la vraie finalité, c'est le trafic d'organes. Pour qui, pourquoi, voilà. Et on n'a évidemment pas du tout les réponses à cette question, sachant que vous comprenez bien que si vous cultivez, on va dire, des bébés sans tête pour prélever les organes, a priori, c'était pas directement pour Jeffrey Epstein. Oui. Bon, bah écoutez, on avait d'autres sujets, mais je pense qu'on va les garder pour une prochaine fois, sauf s'il y a vraiment un mot que vous vouliez rajouter, Marc-Gabriel Draghi, dans les dernières actualités autour de cette enquête Epstein. Bah, juste sur une minute, sinon on en parlera la semaine prochaine, mais on a appris qu'il y avait une coopération entre la France et la Norvège autour du cas des 2 diplomates norvégiens qui avaient participé aux accords d'Oslo, et en lien aux perquisitions et aux enquêtes sur le diplomate franco-israélien Fabrice Aïdan. Et on voit que ça avance quand même dans ce domaine-là, et ça fait le lien avec la volonté de Jeffrey Epstein et de Ghislaine Maxwell de compromettre des diplomates qui avaient travaillé sur les accords de paix, les accords d'Oslo dans les années 90, donc de compromettre des diplomates au bénéfice d'Israël, puisqu'on voit qu'il y a des sommes qui ont été versées notamment pour l'achat d'appartements, et ça fait le lien avec des révélations autour de George Mitchell, qui était aussi un diplomate américain qui avait travaillé sur le conflit israélo-palestinien et en gros la paix au Proche et au Moyen-Orient. Donc ça met encore une fois en lumière la volonté pour ce réseau de compromettre des diplomates, et là on le voit de manière très très claire au profit d'Israël. Voilà. Et c'est ce que je voulais dire en dernier élément. Merci beaucoup Marc-Gabriel Draghi.